Commencer notre émission avec les retraites. Les discussions ont encore lieu à l'heure qu'il est à Matignon. Ce n'est pas d'ailleurs une négociation générale puisque le Premier ministre reçoit les syndicats l'un après l'autre. On se demande pourquoi, puisque le même gouvernement a rendu public le projet de loi sur la réforme des retraites et celui-ci prévoit notamment ce fameux âge pivot qui révulse tant les syndicats dits réformistes. Alors, est-ce que c'est figé ou est-ce que c'est pas figé? Apparemment, les choses peuvent encore évoluer. Écoutez, Stanislas Guerini, c'est le patron de La République En Marche, et pour lui, le message est clair. Nous, on est très gentils et on veut négocier. Je crois que c'est tout sauf du passage en force. Et depuis le début des négociations, depuis le début des discussions, le gouvernement a montré qu'il était capable de bouger, qu'il était capable de faire beaucoup de propositions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du côté des syndicats aussi, on a des idées de propositions, ce qui semblerait donc accréditer l'idée que l'affaire n'est pas terminée. Ce matin, le patron de l'UNSA, qui est l'un des deux grands syndicats réformistes avec la CFDT, était l'invité d'RTL. Et alors lui, il a des idées pour contourner l'âge pivot. Parce que s'il y a un âge pivot, c'est parce qu'il faut trouver de l'argent. Mais pour lui, on peut trouver d'autres moyens. Par exemple, taper dans les réserves. Regardez. Nous proposons ce cocktail de mesures dans lequel chacun doit faire un effort. Nous pouvons aussi parler des réserves, du fonds de réserve qui avait été mis en place par Lionel Jospin pour les retraites justement. Il fait 20 milliards, donc il faut qu'on se dise quand on regarde l'ensemble de ces critères, de ces moyens financiers, de dire que chacun doit faire un effort. Vous nous dites qu'il y a des solutions et qu'elles sont peut-être pas si compliquées que ça quand je vous écoute. Tout à fait. Et c'est donc une volonté politique. Et c'est pour ça que nous pensons il y a une sortie possible autour de cette question d'âge pivot et d'équilibre. L'équilibre est important, mais ce ne sont pas toujours les salariés qui doivent faire cet effort. Alors, je vous décode la dernière phrase de Luc Farret. Ce ne sont pas toujours les salariés qui doivent faire cet effort. Ça veut dire, nous allons demander au patronat d'augmenter les cotisations retraite pour financer le régime. Et Étienne Girard, c'est quoi ça? C'est un jeu de dupes? Est-ce que le gouvernement s'apprête à céder sur ce point de l'âge pivot? Non, ça s'appelle jouer sur tous les tableaux. Le gouvernement veut aller vite pour éviter que la situation s'enlise davantage, donc faire passer son projet de loi le plus rapidement possible, ce qui ne sera pas si rapide que ça, puisqu'il y aura une pause du Parlement pendant les élections municipales. Mais ça veut dire, en première lecture au Parlement, éventuellement en février. Ça veut dire un vote vers le mois d'avril. C'est le plus rapide possible pour le gouvernement. Pourquoi il y a toujours en même temps des discussions avec les syndicats? C'est que le gouvernement veut aussi se ménager des plans B. Le plan A, c'est on ne modifie absolument pas le projet. Et si la situation politique fait qu'il devient absolument nécessaire de lâcher, on garde le lien avec les syndicats qu'on appelle les syndicats réformistes, que le gouvernement qualifie d'interlocuteurs, donc la CFDT et l'UNSA en priorité. La soupape de sécurité, c'est évidemment l'âge pivot. Le gouvernement aimerait ne pas lâcher sur l'âge pivot parce que c'est un marqueur important de sa réforme, notamment à l'égard de l'électorat de la droite. Si la situation politique l'exige, il faudra renoncer à cet âge pivot, mais pour l'instant, on n'est pas forcément dans une situation politique où le gouvernement est acculé au point de devoir activer son plan B. Julie Weintraub, vous partagez cette analyse ou ce décryptage, c'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement veut avoir deux fers au feu sans choisir nécessairement? Oui, parce que le danger, c'est que non seulement ils perdent la droite en se ralliant aux solutions de l'UNSA, qui sont aussi celles de Laurent Berger, grosso modo, c'est-à-dire taper dans les réserves et augmenter les cotisations patronales, ce qui a pour conséquence directe de renchérir le coût du travail qui est déjà bien supérieur en France à ce qu'il est dans les pays voisins. Et puis taper dans les réserves, je rappelle que ça peut être une mesure transitoire, mais quoi qu'on fasse, la démographie restera une cause du déséquilibre du système. Donc ça n'aura qu'un temps. Quand bien même il ne se passera rien pendant la période où on tape dans les réserves qui nécessiterait que justement on les utilise, ces réserves. Donc en cédant à ce genre de propositions, le gouvernement risque de perdre effectivement l'électorat de droite qui est le dernier à le soutenir, mais à le soutenir assez activement. L'électorat âgé non concerné par la réforme qui lui aussi le soutient. C'est deux électorats qui se croisent. Sans gagner l'électorat de gauche, parce que pour l'électorat de gauche, c'est toujours pas une mesure sociale.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que nos internautes ont des opinions assez tranchées, en tout cas ceux qui s'expriment en direct sur Twitter au fur et à mesure qu'ils écoutent l'émission. Lo nous dit arrêtons de poser tout le temps la même question. Emmanuel Macron n'a pas changé d'opinion. Et Romain, alors qui lui est sur le Figaro.fr, nous dit le gouvernement pliera mais ne cédera pas. Voilà, et puis le point de vue aussi de Nicole06, même si le gouvernement donne l'impression de ne pas céder, le fait de faire des régimes spécifiques revient à ne pas changer. Alors ça, c'est effectivement l'autre front de cette bataille des retraites. Il y a d'une part l'âge pivot et d'autre part les régimes spéciaux. Alexandre Devecchio, est-ce que le gouvernement est spécialement intelligent au point que plus personne ou presque n'y comprenne rien, ou à votre avis, il risque de se prendre les pieds dans le tapis? Non, mais il y a la forme, et la forme, je partage ce qui a été dit. Je pense que le gouvernement ne cédera pas. Effectivement, je ne dirais pas que c'est l'électorat de droite, mais la droite libérale et les retraités particulièrement soutiennent le gouvernement. Et donc, il veut garder cet électorat-là. Et effectivement, s'il retirait l'âge pivot, il perdrait ces soutiens-là sans même arrêter les blocages, puisque je ne suis pas sûr que la CFDT soit capable d'arrêter les blocages. Sa base n'est pas forcément en accord avec Laurent Berger. Et surtout, la CGT continuerait à bloquer. Donc, effectivement, sa stratégie est sans doute la bonne pour avoir une victoire qui est symbolique, purement symbolique, parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose dans cette réforme des retraites. Je dis symbolique parce que je pense que de toute manière, le gouvernement va être abîmé. Effectivement, il tient avec cette petite minorité, mais il y a je pense que le pays il y a un grand malaise par rapport au gouvernement, donc c'est tenir avec 25%, et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on relance réellement le pays. Et ensuite, si on veut aller sur le fond de la réforme, oui, il n'y a pas grand-chose, puisque l'universalité, on a bien vu, était un prétexte pour imposer la réforme par points, mais en réalité, il n'y a pas d'universalité. Les professions qui sont susceptibles de bloquer ont toujours leurs régimes spéciaux. Les cheminots en premier lieu, 85% ne sont pas concernés par la réforme, ça touchera que ceux qui sont nés après 1975, donc on voit bien que de ce point de vue-là, le compte n'y est pas. En réalité, pour cette réforme, on pouvait jouer sur différents paramètres, augmenter les cotisations, augmenter le départ de l'âge à la retraite ou baisser les pensions. Je crois que là, c'est un peu la triple peine, puisque les professions libérales, sans doute, vont voir leur cotisation flamber. On a gardé l'âge pivot, ce qui est peut-être la mesure la plus simple à comprendre, parce qu'effectivement, pour la question de la démographie, il faut travailler un peu plus longtemps, et sans doute les pensions vont baisser, parce que moi je crois depuis le début que le point pourra être modifié par la suite, c'est dans la loi, et que ce sera une manière d'avoir une retraite en fonction des contraintes budgétaires. Je regrette que les enjeux de fond, encore une fois, n'aient pas été soulevés, qui est effectivement la question de la démographie. Il faudra peut-être faire des enfants dans ce pays, et ensuite la question du travail. Oui, mais une politique qui incite ces dernières années. Pas de faire les enfants forcément. Ces dernières années, la politique familiale n'encourage pas les gens à faire des enfants. Et ensuite, le travail, qui est quand même un problème dans ce pays, faire une réelle politique de croissance. Donc on n'y est pas. Donc c'est une réforme qui n'a pas de sens. Si ce n'est d'avoir une victoire symbolique, effectivement, pour les retraités qui ont besoin d'être assurés, qui veulent finir leur vie sans grand chambardement, mais je ne crois pas qu'on gouverne un pays pour l'avenir en se focalisant uniquement sur les retraités. Mathilde Broquet, quand vous entendez les responsables des syndicats dits réformistes proposer d'augmenter plutôt les cotisations ou de se servir des réserves, ça vous inquiète ou ça vous paraît un compromis raisonnable ? Moi, je pense que, sur le sujet de la réforme des retraites de manière générale, je pense que le gouvernement a fait une énorme erreur. C'est de vouloir attaquer et l'équilibre budgétaire et la réforme systémique. C'est-à-dire qu'ils ont négocié pendant 2 ans et puis on se retrouve avec un blocage énorme du pays. Donc maintenant, ils veulent aller très vite. D'abord, ils auraient dû le faire, beaucoup plus tôt, cette réforme. Et 2, peut-être qu'attaquer les 2 points ensemble, c'était pas une bonne idée. Moi, je pense que la réforme systémique, elle est réelle. On parlait de démographie, on n'arrête pas. Alors moi, j'ai pas le même point de vue que vous sur le fait qu'il faudrait plutôt inciter à faire des enfants. Je pense qu'au contraire, il faudrait qu'on laisse les gens faire bien ce qu'ils veulent, en tout cas pour la question de faire des enfants. Oui, on va pas les forcer. Mais la démographie, voilà, exactement. Oui, mais on n'a pas de raison. Un peu plus, on les incite pas à faire des enfants. Et il n'y a pas de raison non plus de les inciter à faire des enfants. La politique familiale existe depuis longtemps, c'est pas interdit. Donc il n'y a pas de raison, on en a déjà une bien forte dans ce pays, il n'y a pas de raison de l'augmenter. Par contre, sur la question de la démographie, c'est ce que vous abordez, je pense qu'il faut que les gens se rendent compte qu'en France, on reste le pays d'Europe où on travaille le moins longtemps,
ben oui, il faut qu'on travaille plus longtemps, quoi. Voilà. Et le système à points va aussi permettre de prendre en considération les carrières hachées, les changements de carrière en cours de vie, etc., etc. Ce qui est finalement probablement l'avenir du travail dans ce pays. Donc ça correspond plus, en tout cas au niveau systémique. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils lâcheront cette histoire d'âge pivot, mais plus tard, plutôt comme la carotte qui va permettre de finir d'éteindre la contestation pour pouvoir faire passer la réforme par points. Vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Moi, je pense qu'ils peuvent gagner symboliquement, encore une fois, parce qu'avec 25% au maximum de gens réellement contents, c'est une victoire très molle. Mais je pense que les syndicats jouaient leur dernière carte. En fait, c'est deux mondes qui sont en train de mourir. Un monde technocratique et comptable qui n'a pas de solution pour la France et qui va imposer sa réforme au forceps, mais qui aura bien de la peine à gouverner par la suite. Et le monde des syndicats qui sont finalement très peu représentatifs, qui n'ont pas su entraîner le pays alors qu'il y avait un fort mécontentement qui dépassait les catégories traditionnelles représentées par les syndicats. Mais on voit bien qu'à part les cheminots, la fonction publique, ils n'ont pas entraîné réellement derrière eux. Donc ils ont joué leur dernière carte avec une position maximaliste et s'ils la perdent, ils disparaîtront et on va dans le futur vers un affrontement entre les élites et de nouveaux partis populaires. Je crois que c'est la politique de demain et que là, on a un théâtre du vieux monde, la dernière pièce du vieux monde qui est en train de se jouer. Et quand vous dites que c'est peut-être la fin d'un monde, il y a une information qui vient de tomber, que je partage avec vous et qui est passionnante. La SNCF annonce une amélioration significative du trafic ce week-end et un retour progressif à la normale à partir de lundi. Ça vous surprend, Étienne Girard, alors même qu'il y avait une grosse mobilisation hier et qu'il y en aura une autre demain où il y a un nouveau mouvement? Ça ne me surprend pas puisque la tendance depuis quelques jours était à la baisse significative du nombre de grévistes, que les chiffres de manifestations hier ont été relativement décevants. Quand on se réfère par exemple aux manifestations sur la réforme des retraites sous Sarkozy en 2010, on était à plusieurs reprises à plus de 3 millions de personnes dans les rues. Et de plus en plus nombreux. Voilà, on voit très bien que sur ce projet-là, on n'est pas du tout dans les mêmes étiages. Donc pour l'instant, on n'est pas sur une mobilisation qui est massive et qui accule le gouvernement au retrait ou à la modification substantielle du projet. Cela dit, le sujet derrière tout ça, le sujet politique qui est passionnant, c'est 2022. C'est-à-dire que oui, Macron, aujourd'hui, en termes de possibilités politiques, il peut faire passer son projet de loi parce qu'il a une majorité absolue confortable à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas dans la rue suffisamment de monde pour que ça empêche le gouvernement de faire voter le texte. Le texte peut passer, mais alors comment on fait pour être élu quand on a fait passer ce texte-là sans le modifier ou alors en le modifiant à la marge pour être réélu en 2022 ? Parce que Emmanuel Macron, il a été élu sur une base de centre-gauche, voire une base de sympathisants socialistes, sympathisants hollandistes, et ces gens-là, c'est pas évident qu'ils soient pas opposés au projet de retraite, c'est même sûr qu'ils sont majoritairement opposés à l'orientation choisie, et c'est pas du tout évident qu'ils revoteront, qu'ils réachèteront du Macron en 2022. Voilà, on n'a pas encore mesuré sûrement toutes les conséquences politiques de ce conflit, même si on peut penser qu'on va peut-être vers un